Donc, nous avons la présentation, oui. Et nous avons là une heure, un tout petit peu moins, 50 minutes, pour parler des mobilités dans les zones des moyennes densités. La première question, j'imagine que vous vous posez, c'est quoi une zone des moyennes densités? Mobilité, c'est clair, mais zone des moyennes densités, moins. Et au début, ce groupe s'appelait la mobilité périurbaine, et après nous avons décidé de changer là le nom, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a pas mal de noms qu'on utilise pour parler de tout ce qu'il y a autour des villes. Et ça commence par suburbium, là, à l'époque des Romains, qui a donné le suburbs là, des pays anglo-saxons. En Allemagne, on parle là de l'espace qu'il y a entre les villes, des Zwischenstadt. En Italie, on peut parler de città diffusa, d'une forme là, des villes qui est à moindre densité là, que les villes historiques. Et en France, on parle là des périurbains. Et parfois, on parle des rurbains, qui est un mot que je n'arrive pas à prononcer, mais que, bon, mon valise, c'est rural et urbain. Et nous, on était entre toutes ces définitions-là, nous avons trouvé que la définition, on va dire, la officielle des périurbains, celle qui est donnée par l'INSEE, était un peu restrictive par rapport là, au travail que nous souhaitons faire. C'est pour ça que nous avons adopté là, cette expression un peu plus large des zones des moyennes densités. Deux mots sur la définition officielle quand même, parce que vous allez voir là pas mal de tableaux qui font référence à ça. Et c'est une des méthodes qui existent en France, ce n'est pas la seule. Et vous allez voir pas mal des statistiques. On ne voit pas très bien là, les traits, mais grosso modo, il y a des unités urbaines. Les unités urbaines ont un centre, une ville-centre, et une partie qui est appelée la banlieue. Et autour, tout ce qu'il y a autour de cette unité urbaine, et toutes les communes dans lesquelles la plus de 40% des actifs travaillent justement dans cette unité urbaine, tout ça est appelé couronne périurbaine, sachant qu'il y a un deuxième terme là que vous allez voir là, dans les statistiques des communes, des couronnes multipolarisées, c'est quand les gens ne travaillent pas seulement dans un centre urbain, mais dans plus de un. Voilà un tout petit peu là pour les définitions que vous allez trouver. Et dernier mot, j'ai mis là cette phrase pour ne pas l'oublier. Évidemment que nous avons décidé de l'appeler la zone des moyennes densités, mais la densité n'est pas là le seul critère qui va définir de manière fonctionnelle le périurbain. Là, c'est tout simplement une photo pour vous montrer là, ce que l'INSEE appelle là, le périurbain. Ça, c'est une photo que Nicolas a trouvée. Nicolas Raillard, membre là, du groupe de travail, et il y a pas mal d'autres là dans la salle. Ça, c'est justement à la frontière entre la fin là, de la zone de l'unité urbaine et le début du périurbain. Et c'est le type là, des morphologies que tout le monde connaît, un mélange là, d'utilisation. Là, il y a un peu d'agriculture, il y a un tout petit peu là, des logements, il y a des usines, etc. Quelques chiffres clés par rapport à la population. Concrètement, il y a 22% de la population française qui habite dans les zones dites périurbaines, si on adopte là la définition de l'INSEE. Le reste étant dans les pôles urbains, on a à peu près la 42%. Dans les banlieues, nous sommes à peu près la 19%. Et le 18% qui reste, ce sont les zones à dominante rurale. Qui vit dans les couronnes périurbaines? Et il y a eu pas mal d'articles dans la presse, vous vous souvenez, après les sélections, etc., des sociologues, des géographes, qui essayaient là, de caractériser les gens qui habitent là, dans les couronnes périurbaines, surtout là, pour essayer de comprendre là, pourquoi ils votaient là, pour certains partis et pas pour d'autres. Et les statistiques nous montrent que la réponse est assez banale. La composition, si on regarde la distribution entre artisans, agriculteurs, ouvriers, employés, professionnels intermédiaires, etc., correspond là presque exactement à la moyenne française. Autrement dit, si vous voulez voir la France telle qu'elle est, statistiquement, cherchez pas trop là du côté du rural ni des villes, allez voir là les zones périurbaines
et vous allez trouver là une composition qui reflète bien le reste de la société. Un autre argument qu'on entend souvent quand on parle là des relégations, etc., il y a eu des gens qui ont avancé là, des hypothèses sur une concentration là, des gens qui dans une situation de précarité, des pauvretés, etc., dans les zones périurbaines. Voilà quelques statistiques là, des bases. Aujourd'hui, 2/3 de la pauvreté se concentre, la pauvreté définie comme des gens qui gagnent moins, qui sont sous le seuil de pauvreté. 64, dont 2/3 se concentrent dans les zones urbaines et le périurbain représente 17%. Donc il n'y a pas une surconcentration là, des pauvretés dans les zones périurbaines. Et le taux de pauvreté aussi, très vite, là j'ai pris que 2 métropoles, et 2 grandes villes, Paris et Lille, et vous pouvez voir que le taux de pauvreté en centre-ville est supérieur au taux de pauvreté dans le périurbain. Dans le cas de Paris, c'est 16% en centre-ville, et pour la couronne périurbaine de Paris, c'est 8,2%. Dans le cas de Lille, c'est 24% en centre-ville et 7% ou 8% en couronne périurbaine. Voilà, nous arrivons là, parce que nous venons de parler là, de ces questions là, des revenus, etc. Et à un autre sujet majeur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça, la question de la précarité énergétique en matière de transport. Je vais passer la vite sur 4 indicateurs qui ont été définis. Parfois, on essaie, par analogie avec les indicateurs qu'on utilise d'habitude pour la précarité énergétique, on a essayé là, de quantifier un taux d'effort énergétique et un indice de type BRDE, donc bas revenu dépenses élevées. Qu'est-ce que ça donne? Bon, dans le cas si on fait un taux d'effort, on arrive à la conclusion que 10,5 des ménages français dépensent plus de 3,9 de leur revenu pour acheter du carburant. Alors pourquoi 3,9 ? C'est tout simplement, par définition, c'est 2 fois le taux d'effort médian. Donc on prend la totalité de la population et après on fait là le double. Et on calcule 50% de la population combien elle dépense et après on multiplie par 2. Et une autre manière d'essayer de quantifier ça, c'est de définir là, un indicateur des bas revenus dépenses élevées. Et là, on tombe là, sur 3,3 des ménages français qui dépensent plus de 32 € par individu actif et qui ont des revenus restants, donc ceux qui restent comme on prend là le seuil de pauvreté, on enlève là la partie de carburant. Quand on prend là le revenu disponible, on enlève là la partie de carburant. Ce qui reste est sous le seuil de pauvreté. Donc ça, ce sont là des gens qui ont à la fois un indicateur, un niveau des revenus là très bas et qui dépensent 32 € par mois pour l'achat des carburants. Ces 32%, d'ailleurs, correspondent assez bien colle assez bien avec les calculs que nous avons faits. Nous avons essayé d'estimer quelle est la moyenne des dépenses des carburants par ménage dans le périurbain, tenant compte là, de tous les chiffres là, qui viennent là, de l'enquête nationale des transports et déplacements, etc. Nous tombons sur 58, une soixantaine d'euros par mois. Et comme le 32 est par individu, donc ce n'est pas totalement là, absurde là, de penser que c'est un bon indicateur. D'ailleurs, là on commence à rentrer dans le sujet. Là, je dis bien, c'est une moyenne, les 60 €. Moyenne est une moyenne, ça veut dire qu'il va y avoir des gens évidemment qui dépensent là le double. Mais si on regarde là ce chiffre-là, évidemment que ça pose un problème pour des gens qui ont des revenus très faibles. Mais pour les autres, si on imagine là un monde là où le litre d'essence ne coûte pas X, mais coûte 3 fois X, bon, il va y avoir là des ménages qui vont dépenser au lieu de 60, 180 €. Et ce n'est pas quelque chose qui va déstabiliser là énormément les budgets de certaines familles. Pour d'autres, ça va être un véritable problème. Mais il y a 2 autres indicateurs qui ont été définis par 4 chercheurs. D'ailleurs, Audrey Berry fait partie du groupe de travail. C'est une des personnes qui a travaillé sur ça. Ce sont des indicateurs où on combine
le revenu, un revenu modeste, c'est-à-dire qui est inférieur à la médiane des revenus par unité de consommation, et qui dépense plus de 32 euros par individu, et qui déclare, ça c'est assez subjectif, mais qui déclare qu'ils sont commencés à restreindre l'usage de la voiture. Ça c'est du déclaratif, hein. Je dis, on pose aux gens, on dit, est-ce que vous utilisez moins la voiture? Et la personne dit oui, et donc il rentre là dans cette catégorie si ça arrive à satisfaire là, les autres critères. Et là, nous trouvons qu'il y a 7,1. Un autre indicateur, et c'est le dernier, 12,7% des ménages ont des bas revenus. Bas revenus, c'est moins de 60% du revenu médian, toujours par unité de consommation, et une distance à parcourir supérieure à la médiane, ou une voiture considérée comme inefficace. Inefficace est définie dans cette méthodologie comme une voiture qui coûte plus de 10 centimes au kilomètre. Quelques chiffres là, je crois, qui confirment là ce que vous savez. Le taux d'utilisation de la voiture dans le périurbain est très élevé. Là, vous pouvez voir, là, on a sélectionné que 3 pour les pôles urbains, où nous avons quand même un tout petit peu là, des transports publics. C'est la partie en bleu, en bas. Et pour les couronnes d'un pôle urbain, c'est une énorme partie là, des déplacements qui se font en voiture particulière, et il y a un pourcentage très faible pour les vélos, c'est de l'ordre de 3,2, et un tout petit peu pour les transports collectifs. Donc ça, c'est rien de nouveau, mais comme ça, bon, à retenir là, que nous sommes là dans un espace qui est très conditionné par l'utilisation de la voiture. D'ailleurs, là, quand j'ai regardé là, les différentes définitions là, du périurbain, j'étais assez étonné de voir qu'il y a des définitions, pas seulement ici, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre, etc., qui définissent le périurbain selon certaines caractéristiques. Il y a souvent là, une notion là, des densités, etc., mais il y a aussi là, la voiture qui rentre dans la définition. Autrement dit, on dit l'espace périurbain, ou je ne sais pas, la città diffusa en Italie, etc., c'est un espace dans lequel la plupart des gens bougent en voiture. Autrement dit, c'est quelque chose de presque inhérent. Ça définit ce qu'est le périurbain. C'est difficile d'imaginer une définition là, de l'espace rural, de dire qu'un espace rural, c'est là où les gens utilisent des tracteurs. On le définit par d'autres variables. Mais là, ça devient quelque chose de vraiment qui fait partie de la notion d'habiter et de travailler dans le périurbain. Les distances parcourues. Là aussi, on constate, ça c'est tout simplement la distance parcourue en tant que conducteur pendant une semaine. Et vous pouvez voir, là, ce sont des véhicules kilomètres. Pour ce qu'on appelle mobilité locale, ce sont tous les déplacements inférieurs à 80 km. Et vous pouvez voir que dans les espaces comme, je ne sais pas, la couronne périurbaine, des aires urbaines de plus de 100 000, ou même celles qui sont plus petites, le nombre là, des kilomètres là, parcourus est bien supérieur à ce que vous pouvez trouver dans la banlieue des Paris, ou évidemment à Paris. Voilà. Ce sont des véhicules kilomètres. La somme des moyennes des véhicules kilomètres parcourus par zone définie par l'INSEE, par typologie là, des zones. C'est par personne? Non, ce sont pardon, oui, c'est par personne et en tant que conducteur, pas en tant qu'accompagnant. Donc c'est par semaine. Le total qui est représenté là, la partie en gris, c'est le week-end, et l'autre partie un peu en... Et la totalité des jours de la semaine, et les 2 jours, samedi et dimanche. La totale, si tu veux, c'est les 7 jours. La partie en gris est samedi et dimanche, et la partie comment est-ce qu'on appelle ça, la dénomination officielle de cette couleur de la charte graphique, j'ai oublié, ocre. C'est ça que je cherchais. Un ocre, parce que j'ai accepté là.
un ocre la semaine. Voilà. Et bon, ça, c'est pas surprenant, mais ça vous donne là une idée. Donc, grosso modo, on est à 140, un tout petit peu plus de 140 kilomètres, véhicules kilomètres par semaine en moyenne. OK? À retenir comme ça là, pour tout ce qui viendra après. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, ça c'est, là, parce que là nous arrivons à notre sujet, les émissions de CO2. Ce graphique, c'est tout simplement là, les émissions de CO2 par personne et par an pour différents territoires. Et là aussi, ce que nous pouvons voir à gauche, est-ce qu'il y a un de ces petits trucs pour... non. Voilà. Ça, c'est un espace à dominante rurale. Après, nous savons là des communes en périphérie. Et banlieue de Paris, Paris à votre droite. Ce qu'on peut voir là, c'est que vous pouvez voir à la fois la mobilité locale, j'insiste, moins de 80 km, et la mobilité longue distance. Maintenant, il faut imaginer un tout petit peu faire la somme des deux, parce qu'on a beaucoup parlé là, de l'effet barbecue, pour utiliser là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est une expression de Jean-Marc Orfeuille. C'est Jean-Marc, son prénom? Bien. Ah non, c'est l'autre, Jean-Marc Hoffner. C'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc. C'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc, en tout cas. Et en tout cas, c'est quoi l'effet barbecue? L'effet barbecue, c'est le fait que quand on habite dans une ville dense, certes, on utilise là son vélo, les transports publics, etc., mais quand le week-end arrive, on en a tellement marre de la ville, etc., qu'on va visiter des copains en Normandie. Et là, on défait toute cette vertu qu'on a mis à circuler la bien, on perd tout ça, etc. Et ne parlons pas de tous ces bobos qui vont prendre après l'avion pour aller en Birmanie, par exemple. Ouais. Ça, il n'y a pas l'avion. Non. Non, ça, ce sont là les trajets longue distance, mais toujours la France métropolitaine. Bon, on a beaucoup parlé de ça. Il y a des gens, là, des chercheurs là, qui ont fait là, qui ont quantifié ça. Le résultat est assez, par rapport à ce que nous avons trouvé, est assez ouvert. C'est pas évident la question là, de comment c'est, parce qu'il y a des gens qui calculent plutôt un kilomètre et pas une émission de CO2. Il y a un autre aspect qui est la réversibilité de ce type de comportement. Autrement dit, moi, je suis un de ces hypocrites là qui circulent à vélo et qui prennent l'avion après pour aller visiter la famille là, derrière la Patagonie. Mais si je décide de ne pas visiter ma famille, là, tout d'un coup, waouh, je suis le plus vertueux de tous. Par contre, là, les gens qui sont dans une mobilité contrainte, je déteste cette expression-là parce qu'il y a une sorte de fatalisme là dans l'expression, mais les gens qui doivent cumuler énormément là, des déplacements, tout ce que vous voyez là en bleu, et pour eux, ce n'est pas évident de réduire ce nombre-là de véhicules kilomètres et donc les émissions de CO2. La part du trafic, diagramme à gauche, la moitié des véhicules kilomètres correspondent au trafic dans le petit agglomérats périurbain et rural. Nous n'avons pas séparé ici la partie rurale, le reste étant la longue distance, qui est à peu près là un quart, et un autre quart qui correspond là aux grands agglos. Ça, c'est pour vous donner une petite idée de l'importance du sujet que nous avons commencé à traiter. Donc, ça concerne à peu près là, un peu moins de la moitié des véhicules kilomètres parcourus en France. Après, nous avons mis un chiffre, je ne suis pas super sûr là, de ce pourcentage, parce que le transport, tout mode, etc., confondu, représente à peu près 35% là, des émissions de CO2 en France. Et le transport routier fait à peu près 95% de ça. Et après, nous avons calculé d'une autre manière, nous arrivons à peu près à 8% pour la partie qui correspond là, aux territoires périurbains et ruraux. Et ça semble un tout petit peu faible. C'est probablement parce que dans ces 35% dont je viens de parler, il y a le transport des marchandises. Et là, nous nous concentrons sur la partie transport des personnes. Bon. Donc le 8%, mettez un petit signe d'interrogation, on va peaufiner ça après. Mais ça vous donne déjà une petite idée là, de quoi on parle.
Là, ah oui, j'ai décidé de mettre ça à la dernière minute, là, hier soir. Là, et je ne sais pas, ces enquêtes là, sur les attentes là, des gens, il y a tellement là des manières là, de poser une question pour obtenir une certaine réponse, etc. Je me méfie un tout petit peu, mais quand même. J'ai décidé de vous montrer ça. C'est un travail qui a été réalisé par Obsoco pour le forum Vie Mobile de l'SNCF. Et qu'est-ce qui est... J'ai fait là une petite sélection, là, toujours par rapport à notre sujet. 31% des gens qui jugent qu'il est très important de passer moins de temps dans les transports. Pardon, les chiffres entre parenthèses correspondent à la France parce que l'enquête en réalité a été faite elle a couvert 5 pays. Et donc 33%, un tiers, considèrent là, que ça serait bien là, de passer moins de temps. 44%, là, dans le deuxième cas, c'est la somme. On a à peu près là, un peu moins de la moitié de la population qui pense que ça serait bien de faire moins de kilomètres, de se déplacer moins, donc d'avoir la plus de proximité et de redéfinir la manière dont nous habitons, nous consommons, nous bougeons, etc. Et un peu plus de la moitié, 58%, une soixantaine, en France, qui considèrent que c'est plutôt une question d'accessibilité. Ça, c'est un vieux débat dans tout ce qui est planification des transports. Est-ce qu'on essaie là d'éviter les kilomètres là parcourus? Est-ce qu'on commence à imaginer une autre manière là, de vivre, de consommer? Ou est-ce qu'on essaie là, de créer le Hyperloop pour circuler à 700 km à l'heure, etc., dans un tube dépressurisé, etc. L'autre cas, c'est pour les attitudes par rapport à la consommation, etc. 40% des gens qui sont là, qui sont dans la pensée là, des croissances, si on veut simplifier. 32% qui pensent que c'est à la réglementation internationale de résoudre là, ce type de problèmes liés au réchauffement climatique, etc., et à la consommation d'énergie. Et une trentaine qui pensent que c'est, encore une fois, Hyperloop, les voitures autonomes, et je ne sais pas, et un tas d'autres progrès scientifiques qui vont nous permettre de nous en sortir. Ça correspond, je ne sais pas si ça correspond à peu près à la perception que vous pouvez avoir. Et nous arrivons là au groupe de travail. Quel est l'objectif que nous nous sommes donnés? Je vais les lire pour ne pas dire. Faire des propositions à court et moyen terme, ça c'est déjà quelque chose, 5 à 10 ans, pour réduire les émissions carbonées découlant de la mobilité quotidienne ou locale, comme nous l'avons appelé, en zone de moyenne densité, en tenant compte des populations les plus fragiles. C'est un peu long, mais je le décompose, comme ça c'est un tout petit peu plus facile. Là, c'est tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur et ce que nous n'allons pas couvrir. La première chose, il s'agit des déplacements des personnes et pas des marchandises. Là, nous allons tricher un tout petit peu parce que vous savez qu'il y a un lien aujourd'hui avec le e-commerce, etc., etc. Soit moi, je me déplace pour aller acheter un bouquin, soit le bouquin vient vers moi. Donc il y a des passerelles là entre les deux et nous allons exploiter ça. Après, je vais vous expliquer un tout petit peu plus. Donc il y a des manières là, de transporter la matière pour éviter que les gens se déplacent pour aller chercher un truc. Surtout s'ils décident de se déplacer pour aller chercher un bouquin qui pèse là 150 grammes, eux ils pèsent 60 et quelques et la bagnole pèse 1800 kilos. C'est pas hyper malin pour aller chercher ça. La deuxième chose est mobilité locale et pas les déplacements des longues distances. Troisième chose, on a assez parlé, les zones de moyenne densité, ni la ville, ni la partie le rural profond. Et court et moyen terme, pas le long terme, ça c'est assez important. Et donc l'ambition est de proposer des choses qui peuvent être mises en œuvre là, assez vite. Et une obsession avec le CO2, et on peut quantifier aussi, mais pour l'instant on ne regarde pas trop là, les autres émissions. Et pour la quantification, nous allons nous concentrer sur la France métropolitaine. Je dis bien pour la quantification, évidemment, pour s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs, etc. Nous regardons ce qui se passe un peu partout. Mais pour la partie là, chiffrée, les résultats vont concerner la France métropolitaine. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, une animation. Et donc, d'abord, nous avons commencé à constituer là, un groupe de travail. Nous continuons à avoir des gens qui viennent nous voir pour dire qu'ils souhaiteraient la participer, ce qui m'étonne à chaque fois. Et déjà, le sujet est nul. Bon, bref.
Non, je ne sais pas s'il est nul le sujet, mais ce n'est pas pour les dépressifs, hein, parce que réduire l'utilisation de la bagnole dans le périurbain. Voilà. Nous avons commencé par le diagnostic de la situation. Il y a déjà quelques éléments que je vais vous présenter aujourd'hui. Et le prochain pas, qui est un des pas vraiment importants, c'est de bien définir les domaines d'action possibles. Merci. Et les domaines d'action possibles. À partir de là, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et après, je vais vous présenter quelques exemples. À partir de là, modéliser le potentiel de réduction des émissions. Et une fois que nous sommes convaincus que l'idée n'est pas si bête que ça, en termes là des potentiels de réduction d'émissions, travailler beaucoup sur la trajectoire. Qu'est-ce que c'est la trajectoire pour nous? C'est de se dire comment est-ce que je fais pour passer de la situation aujourd'hui telle qu'elle est à la situation souhaitable dans laquelle ces potentiels de réduction des émissions se manifesteraient. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Je dis ça, pendant la pause, j'avais pris là comme exemple, c'est relativement facile de faire un calcul des potentiels. Par exemple, je prends un exemple urbain, pas périurbain, de dire là, bon, il y a des villes aux Pays-Bas, Groningen, où 55% des déplacements se font à vélo. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible chez nous? Potentiel, est-ce que c'est possible de faire les 55% des déplacements à vélo? Bien sûr que si. Mais est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons imaginer? Je ne sais pas, dans une ville comme Paris, on va passer là des 4% à 55% à l'horizon de 5 ans. Il va falloir faire pas mal de choses. Donc ça, c'est l'analyse, c'est la différence entre un calcul des potentiels et une véritable proposition tenant compte là, des trajectoires et de tout l'effort qui est nécessaire. Quand je dis effort, j'inclus évidemment aussi les coûts. Question. Maintenant que j'ai parlé de tout ça, j'ai décrit un tout petit peu, j'ai planté les décors, comme on dit. Question à la salle, qu'est-ce qu'on fait? Je profite là, de votre présence ici. Nous avons déjà commencé à penser un tout petit peu là, aux solutions là, possibles. Mais je voulais savoir si vous savez là, des idées sur les domaines d'action, les choses qu'on pourrait mettre en œuvre pour adresser ce problème. Nous avons vu là, un taux très élevé d'utilisation de la voiture particulière, des émissions là, très élevées par rapport aux autres territoires, etc. Est-ce que Comment? On crée une commission. Ça, c'est la première, et ça, c'est la voie la plus intéressante que nous avons trouvée à ce jour. Réattribution là, des compétences de l'autorité A, l'autorité B et l'autorité C. Non, essayons de penser voilà, parler librement. Je veux pas. Tout simplement, en fait, de vanter les mérites du vélo globalement sur la santé, faire des campagnes d'information, enfin de communication, de pub, des vélolistes épanouis qui se déplacent pour tout faire et qui sont en très bonne santé, parce que Pourquoi? Première idée, le vélo. J'avais pas pensé à ça. Heureusement que... Non, je suis un peu partiel par rapport. La communication. La communication. Deuxième idée. Oui, je suis ici. Je crois que la ville de Madrid a mis en place des systèmes de bus très efficaces pour amener les gens vers les gares. Donc, voilà. J'ai lu une note d'un certain Jancovi, quelque chose sur le sujet. Il est un type connu. Jean-Pierre, Pierre Jancovi. Bon, lui, non, c'est Jean-Marc aussi. Ah bon? Oui. On peut... Alors, pour rebondir sur la ville de Madrid, on peut prendre son exemple et développer le vélo électrique partagé, notamment pour aller à Montmartre à Paris, parce que la ville de Madrid est comme ça. D'autres idées?
Est-ce qu'on ne peut pas organiser une bourse où chacun échange son job contre l'autre en fonction... Excusez-moi. Une bourse d'échange des jobs en fonction des lieux d'habitation. Parce que le matin, quand on voit les gens, il y en a qui vont de la droite à gauche, d'autres de la gauche à droite. Ils vont tous à leur boulot. Sur le même sujet du déplacement au travail, encourager le télétravail. Pour le job, là, plus de logements dans les centres urbains plutôt que des bureaux? Dans le même ordre d'idée que la banque de job, faire un système de bonus-malus pour la distance domicile-travail des entreprises, genre dire ils ont si la distance moyenne c'est je sais pas 15 km, s'ils sont à 20 ils doivent payer et s'ils sont à 15 ils gagnent de l'argent, je sais pas. Et attends, pardon pour le bonus-malus. Ça marche ce truc? Ah ouais. Pour le bonus-malus, c'est l'entreprise qui paye ça ou... Ah. Une autre idée? Covoiturage ou autopartage? Et les transports en commun gratuits pour encourager leur utilisation. J'ai pas vu qui... Transports en commun gratuits. Oui, non, j'entendais bien, mais j'aime bien savoir qui un tard. Créer des systèmes pour pouvoir porter des choses sur un vélo. En fait, c'est-à-dire étendre un peu l'utilisation du vélo pour que ça soit pas que... Un vélo Attends. Bah, on lui a rien dit. Hein. Et si ça existe, les industrialiser, le déployer plus largement. Et pourquoi pas aussi faire des incitations au vélo, par exemple réduction d'impôts ou... Moi, j'ai repéré qu'il y avait beaucoup de place sur le toit des Hummers. On pourrait mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit des Hummers. Des Hummers, les gros tanks. Là. On pourrait faire des Hummers électriques. Non, moi, j'avais une remarque qui était que covoiturage et autopartage sont deux sujets à mettre pas ensemble mais séparément. En fait, ils sont souvent... Ah ouais, mais jusqu'ici, il a mis un slash sur les choses qui allaient ensemble. Covoiturage, c'est un sujet, autopartage, c'en est un autre. Les deux mots se ressemblent beaucoup, mais ils n'ont vraiment rien à voir ensemble. On les met souvent ensemble, c'est un réflexe, on les met souvent ensemble, mais ils n'ont vraiment rien à voir ensemble, l'un avec l'autre. Oui, ça me fait penser à mon mariage. Pendant 20 ans, Monsieur? On encourage l'intermodalité en mettant des porte-vélos à l'arrière des bus et des trains, et un peu tout. Et des zones de garage, mais ça c'est déjà en cours. Bon, c'est génial. On reste. 10 minutes, la vache. Et il faut que je me dépêche là. Sinon ça va. C'est super. Et vous allez voir là que nous savons arrière de bus, pardon. Nous savons penser à. On restreint les capacités, les possibilités d'urbaniser le long des transports routiers, le long des voies de transport routier. Il va falloir là, que je continue, sinon je vais me faire engueuler. Restriction des constructions le long des axes routiers. Ok. Alors ici, oui. Je ne sais pas si c'est une subtilité à covoiturage, autopartage, mais le stop, ça marche aussi. Avec une pancarte, je l'ai testé pendant 2 mois, ça marche.
Je le mets ici parce que je n'ai pas des places, mais ça tombe bien. On va essayer, pardon, mais il faut que je continue parce que sinon on ne va pas voir. Et vous allez voir là que, bon, nous avons commencé à... Je passe par où avec ce câble? Et nous avons commencé à travailler sur ça. Je vous montre où est le bip. Bon. Les domaines d'action. Et je pense que nous allons voir là pas mal de choses. Ça commence où? Ça commence par une personne qui veut se déplacer. Dans le cas là, du périurbain, cette personne, d'habitude, 95% des cas, prend une bagnole. Et qu'est-ce qu'elle fait avec la bagnole? Elle va d'un point A à un point B. Et en allant d'un point A à un point B, elle émet pas mal des CO2 et pas seulement. Ça, c'est la problématique à laquelle nous devons faire face. Et vous allez voir là, que toutes vos solutions la concernent. Là, si on analyse, on décompose un tout petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose à faire, c'est, par rapport à cette distance parcourue, de réduire le besoin même des déplacements. Ça passe, madame, la restriction de construction là, le long des axes routiers, etc., ou la densification là, de certaines activités à certains endroits, etc. Deuxième chose que nous pouvons faire, c'est utiliser un véhicule plus adapté. Exemple, utiliser un vélo. Un vélo, c'est quoi? C'est un machin qui a, je ne sais pas, une dizaine de kilos, des poids morts, et qui peut transporter 87 kilos. Et une bagnole, c'est 1800 kilos pour transporter la même quantité. Donc ça, c'est une deuxième voie, et nous avons pas mal de choses qui vont dans ce sens-là. Troisième possibilité, partager des trajets. Autrement dit, au lieu d'utiliser 2 voitures, utiliser une seule pour faire le même trajet. Ça signifie qu'on élimine les émissions de la deuxième voiture, de celle qui n'est pas utilisée. Quatrième piste, c'est réduire les émissions de véhicules. Donc ça va, c'est dans le sens de tout ce qui est là, les nouvelles technologies qui nous permettent, la voiture électrique, etc., des manières là, de garder là, le même mode de déplacement, etc., mais de réduire là, les émissions de CO2. Là, nous savons, in a nutshell, tout ce qu'on... je ne sais pas si tout, parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas captées, mais à peu près là, ce qu'on pourrait faire pour changer là, la situation. Ça donne concrètement 5 pistes là que nous avons commencé à étudier, et nous allons élargir ça sur la base de ce que vous avez dit. La première s'appelle vie de proximité. Dans notre jargon, ça consiste à réduire le besoin même des déplacements en permettant aux gens de faire des choses à proximité au lieu là, de devoir se déplacer. Ça passe, après nous allons rentrer un peu dans les détails. Deuxième piste, c'est le système vélo. Pourquoi le mot système? Je vais expliquer après, parce que ce n'est pas seulement là, quelque chose de ponctuel, c'est de créer là, les conditions pour une bonne utilisation du vélo. Le partage des trajets, qui est le covoiturage, séparé du partage des véhicules, qui est l'autopartage, 2 choses différentes. Et la cinquième piste, c'est, on vient de parler là, des bus à Madrid, etc. Donc ce sont des transports publics adaptés. Et après, on va parler de pourquoi on parle là des adaptés, parce que comme vous savez, le transport public dans des zones à faible densité ne marche pas super bien. Par rapport à la question de la vie des proximités, très vite, vous avez probablement vu que les déplacements pour aller travailler ne représentent là qu'un tiers à peu près, parfois même moins, des déplacements qui sont réalisés là par une personne. Mais ce sont des déplacements très longs. Donc tout simplement, là, retenir qu'en termes là, de véhicules kilomètres, les déplacements pour aller travailler représentent une 40% à peu près, mais il y a toutes les autres, là, aller acheter là, quand on va à un hypermarché, quand on va faire des achats, pour faire des démarches administratives, etc. Là, il y a des choses qu'on peut faire pour réduire le besoin même des déplacements, soit en utilisant là, des technologies là, numériques, soit en imaginant des manières la plus créatives pour les livraisons dans les zones à faible densité, aller vers les gens avec ceux dont ils ont besoin, au lieu d'avoir là des douzaines de voitures qui vont faire là, pas mal de kilomètres pour aller chercher le pain. Et un exemple, il va falloir que je passe très vite parce que je n'ai pas trop le temps, c'est un projet qui a été financé, cofinancé et impulsé par l'SNCF dans un petit village qui s'appelle Ayen, qui combine ces notions de vie de proximité, d'intensifier la vie de proximité, parce que les commerçants jouent un rôle très très essentiel, la notion de covoiturage, parce que les gens entre eux, ils s'aident là pour aller à Brive-la-Gaillarde, etc., etc.,
Et évidemment, la mairie qui a joué là un rôle très important dans tout ça. Pour le dire de façon très simple, quand les covoitureurs, les conducteurs amènent quelqu'un, ils vont recevoir des petits fichiers qu'ils peuvent échanger après. Ils vont obtenir là, une monnaie locale qui leur permet d'acheter le pain, d'acheter payer pour des services, etc. Donc, il y a un double effet, il y a une intensification de la vie économique locale et en même temps un encouragement à l'utilisation à faire du covoiturage. Pour faire la différence entre les deux, entre le covoiturage et l'autopartage, deux variables là sur lesquelles nous voulons nous concentrer. D'une part, le potentiel de réduction des CO2. Il est clair que dans le cas du covoiturage, il est assez direct. Au lieu d'avoir, là, comme on voyait dans la petite animation, au lieu d'avoir deux voitures qui bougent, on a une seule. Donc là, c'est assez direct. C'est une façon très, très efficace de réduire. Dans le cas de l'autopartage, c'est un tout petit peu plus compliqué. Les études en milieu urbain, il y a pas grand-chose sur l'autopartage en milieu périurbain, montre qu'il y a comme un effet une sorte de friction quand on a la voiture garée chez soi et en plus on a la possibilité de se garer au lieu de travail dans un parking avec votre nom ou le numéro de la plaque minéralogique, etc., etc. Il y a comme un automatisme là qui s'est créé. Dans le cas de l'autopartage, même si ça revient à une personne qui roule avec un véhicule, mais le fait d'aller chercher là, le véhicule, etc., crée une sorte de friction et une sorte de conscience du coût que ça représente, et ça peut réduire l'utilisation de la voiture. En termes de contraintes, là aussi, il y a des sacrées différences. Le covoiturage, c'est quoi? C'est un alignement là, de tous les astres. Astre numéro 1, c'est l'heure de départ, qui doit être similaire pour les deux personnes, celui qui conduit, celui qui veut venir avec. Et astre numéro 2, c'est l'origine, ça doit être là sur le chemin, pas forcément être là la même origine, mais ça doit être sur le chemin. Astre numéro 3, c'est la destination qui doit être aussi sur le chemin, et le conducteur ne va pas faire là un détour là, à monstre. Et il y a un quatrième élément, c'est pour ça que Blablacar s'appelle Blablacar, parce qu'on a donné là, des blabla aux gens, là, un indicateur pour dire là, la disposition qu'il y avait là, les gens pour parler avec les autres, c'est la question de la confiance, de dire là, est-ce que j'ai envie de partager ma bagnole avec quelqu'un d'autre, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui doivent se passer pour que ça marche, sans oublier la question du retour, notamment dans le cas du périurbain. Autrement dit, je trouve quelqu'un pour m'amener assez loin là, le matin, et après je rentre comment? Dans l'Essonne, dans un urbain, c'est fastoche, je rentre comment? Je prends le métro, dans le pire des cas. Mais dans le périurbain, quand il n'y a pas des bus, etc., c'est un peu plus compliqué. Et sur un plan, ce qui est plus facile, on va dire, dans le cas de l'autopartage, c'est qu'il y a beaucoup moins des contraintes, des coordinations. Le véhicule, vous savez que les véhicules sont utilisés à une fraction de leur temps. Donc, trouver un véhicule disponible est un peu plus facile dans le cas d'autopartage. Et je vous montre là très vite, si nous avons là le temps, un exemple d'autopartage. C'est à peu près, là, je ne veux pas dire là le seul, mais il n'y a pas énormément là des cas d'autopartage. Comment est-ce qu'il faut faire pour lancer là le truc? Clément, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, attends, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, il y avait une vidéo qui était très bien. Hein. Je ne sais pas. Bon, ça ne marche pas et c'est probablement mieux comme ça parce que sinon, on va vous envoyer là, le lien, comme ça vous pouvez la voir. Sauf si tu trouves une manière là, de lancer ça, mais je ne vois pas comment. T'inquiète pas. Ah, c'est bon? C'est pas grave. C'est pas grave. Non, laisse tomber. On va continuer. On revient là. Super. Bon, là il y avait ce truc tout noir était une deuxième vidéo qui est très bien aussi et sur un autre projet qui est le premier c'était Mopici qui a un projet qui sont lancés du côté des Marles-la-Vallée.
et qui est très intéressant parce que c'est un cas de covoiturage en milieu plutôt périurbain. Et d'ailleurs, Mopissy a commencé à proposer un service qui est à la fois autopartage et covoiturage. Autrement dit, là, je loue une bagnole pour l'utiliser de manière ponctuelle et en même temps, je clique sur un icône pour dire, et d'ailleurs, je suis prêt à amener quelqu'un d'autre là, parce que donc on combine là, les deux. Et la deuxième vidéo qu'on ne peut pas voir, c'est WeHop, qui est un cas, parce que nous avons parlé là du stop, la possibilité de faire du stop. Eux, ils n'aiment pas trop l'expression covoiturage dynamique, ils préfèrent parler d'autostop organisé ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un système assez intéressant qui est déjà en service. Il y a là des gens qui vont être des abonnés, soit des conducteurs, soit des gens qui veulent utiliser là le service. Et on paye un abonnement par mois. Et après, on localise les véhicules qui sont en train de circuler, etc. On les contacte là via l'application smartphone pour dire j'ai envie d'aller des A à B. Est-ce que quelqu'un peut m'amener? Et si la personne s'arrête, bon, c'est une forme d'optimisation du stop. Il n'y a pas d'échange d'argent. Ce qui le rend légal, il n'y a pas tous les problèmes de double pop, etc., etc. Et les conducteurs sont payés avec des petits cadeaux, on va dire, là, pour simplifier. Des choses qu'ils peuvent utiliser, qu'ils peuvent échanger, Bon. Et donc, ça, ce sont des expériences. Il y a très peu d'expériences là dans le périurbain, mais il y en a quelques-unes. Ça, j'avais hésité à vous montrer là, ces calculs-là, justement parce que je n'ai pas pu vraiment comprendre là, ce que Zach Krapf, qui est le mec qui a fait là, les calculs, a fait. Là, je lui ai envoyé un mail, il n'a pas eu le temps de répondre. Mais quelque part, tout ce que je voulais vous montrer là, vous savez, il y a plusieurs modes. Et tout ça a été transformé en litres par 100 km. Là, pardon, il y a une erreur là, c'est litres par 100 km par kilomètre. Pour une voiture Honda Civic là, des années 90, pick-up, etc., etc. La synthèse de tout ça est quoi? Que même si le graphique n'est pas super clean, parce que dans certains cas, on parle là du véhicule, c'est le véhicule qui va consommer 5,9 litres là, tous les 100 km. Mais dans ce véhicule, on peut mettre là 4 personnes. Donc, si on fait un calcul là, par personne, kilomètre, là, ça donne quelque chose de différent. Mais peu importe comment on calcule, on arrive à la conclusion qu'il y a comme deux catégories. Il y a tout ce qui est voiture, tout ce qui est même marche à pied, parce qu'il intègre là l'énergie nécessaire là, pour la consommation, pour la nourriture. Et on a le train et le vélo ont des indices là, très très faibles, surtout quand on utilise là, un vélo électrique qui est alimenté là, par une énergie qui n'a pas parcouru là, beaucoup des kilomètres. Et tous les autres modes sont à peu près là, dans cet ordre-là, entre 2 et 4 litres là, par kilomètre, y compris là, la voiture électrique. Nous avons très peu de temps. Je veux vous parler très vite de la deuxième piste qui est le système vélo. Pourquoi système vélo? La voiture n'est pas un véhicule, la voiture est un système. Il y a énormément de choses qu'on a fait pour permettre ces déplacements en voiture. Notamment l'infrastructure, vous savez un bon exemple, c'est dans les Hauts-de-Seine. Tout ce qui est la partie réglementation, subvention, etc., tout ce qui est la partie du côté privé, là, les assurances, tous les systèmes d'entretien, tous les fournisseurs là, des services d'entretien, etc., etc. Bon, l'idée derrière Système Vélo, et ça rejoint les commentaires qui ont été faits, est de proposer exactement la même chose. Donc, un système qui permet la circulation à vélo. Ça ne sert à rien d'avoir un très bon vélo si vous n'avez pas, je sais, l'infrastructure qui va avec. Ça, c'est un exemple d'un pont aux Pays-Bas où on a construit là, pas mal d'ouvrages d'art spécifiquement là, pour le vélo. Un point important, parce qu'on a parlé là, des vélos à assistance électrique, vélos électriques partagés, etc. Et ça, c'est un changement là, technologique assez important. Le domaine de pertinence là, du vélo, que jusqu'à maintenant, ça allait à peu près, là, je ne sais pas, 5 km là, max. Aujourd'hui, avec un vélo assistance électrique, on peut aller jusqu'à une dizaine, quinzaine de kilomètres là, facilement, et sans faire là, un grand effort, etc. Il y a des vitesses qui sont bien supérieures, la vitesse moyenne, je parle, de celle d'un vélo normal. Et je ne parle pas des SP-Delec, donc des vélos qui peuvent rouler à 45 km à l'heure, etc.
quand on dit que les distances que c'est trop loin pour le vélo, là j'ai pris des statistiques là, de l'INSEE pour les communes périurbaines. Les navettes, donc les déplacements domicile-travail, sont la médiane est de 13,6% et 13,6 km et 15,6 km si on tient compte là, des gens qui vont faire là, des déplacements à l'intérieur d'une commune ou pas. En tout cas, ce sont là des distances, si on revient en arrière, c'est tout à fait quelque chose, c'est faisable, donc ça voudrait dire qu'il y a, comme ça pour parler vite, 50% des déplacements pour aller travailler qu'on peut faire là, à vélo en termes là, des distances. Après, ce qui compte, évidemment, c'est l'infrastructure. Ça, c'est un exemple hyper connu. À Nijmegen, ça fait partie là, de la route entre Nijmegen et Arnhem. C'est une extension qu'on a fait d'un pont ferroviaire que vous pouvez voir à droite. On a fait là une petite extension à gauche pour permettre là, au vélo d'utiliser cette infrastructure à un coût assez faible. Après, il y a des adaptations évidemment là, des voiries. Là, c'est ce système qui est aussi assez connu où on laisse là, grosso modo 2/3 de l'espace pour les vélos et les voitures doivent utiliser la partie dédiée au vélo pour dépasser une autre voiture, ce qui est évidemment là, ralentit là, et donne une priorité au vélo, et carrément là, les cas là, des rues qui sont dédiées au vélo où, comme vous pouvez voir là, le petit symbole là en haut, les voitures sont tolérées, mais ils sont des invités, c'est le terme qui est utilisé pour ce type d'infrastructure. Ça, ce sont là des hybrides qu'on commence à voir. Ça, c'est l'armadillo qui est produit là, par Johan Erlandsson de Göteborg. C'est un véhicule qui peut transporter là, 2 personnes, qui a un moteur électrique, ça reste un moteur, là, dans le sens de la normative là, européenne, 250 watts, mais qui peut transporter 2 personnes. Et il a une version là, pour le transport des personnes, une version pour le transport des marchandises. Et ce sont des véhicules qui commencent à... là, je ne sais pas si on va pouvoir voir là, le petit film une autre fois. Ça, c'est la version marchandise. L'autre que nous venons de voir, c'est un prototype pour la version la personne. Et d'ailleurs, cet accord avec DHL, le cahier des charges exige là, une capacité là, des transports de 250 kg. Donc là, nous pouvons voir, c'est une personne avec un moteur de 250 watts qui transporte là, 250 kg avec un conteneur qui a été normalisé pour rentrer là, dans une camionnette, etc., pour avoir toute la chaîne logistique. Vous avez parlé là, des vélos cargo, donc une photo là, des meilleurs vélos cargo là, du monde, probablement. Non, c'est une petite lagounette parce que je suis un des associés de cette boîte là. Mais c'est vrai que le vélo cargo là, permet là, de transporter jusqu'à 80 kg, etc. Et il y a là, des initiatives là aussi pour des vélos cargo partagés qui commencent à voir le jour. Et juste une photo là, parce que là je trouve ces cas là très sympas. C'est une expérience d'utilisation des SPDLEC qui sont on ne peut plus parler là, des vélos dans ces cas-là. Ils sont classés cyclomoteurs selon la réglementation là, européenne. Et pourquoi? Parce qu'ils sont un moteur qui va au-delà de 250 watts. Ils sont des moteurs là, de 500, de 700, de 1000 watts parfois. Ils peuvent rouler beaucoup plus vite. Vous avez besoin d'une plaque minéralogique. Mais cette expérience-là, je la trouve particulièrement intéressante parce que c'est un membre du Parlement flamand qui a accepté de devenir une sorte de cobaye, hein, d'utiliser le vélo pour faire 100 km là, par jour. Et à côté, il y a Bram, qui est le deuxième, là, qui est là, le doctorant qui est en train de travailler là, sur ce projet. Et donc, de faire participer là, les élus, ça c'est un élu qui va être lui-même, qui va participer lui-même activement à l'expérimentation. Donc, c'est une façon là, de convaincre là, les élus beaucoup plus vite. Je passe sur ça parce qu'on n'a pas trop le temps. Je vais passer là, très vite sur ça. Nous avons parlé là, de la notion des transports publics adaptés. Donc, grosso modo, là, les problèmes auxquels on doit faire face dans le périurbain, ce sont là, les interfaces inadéquates. Et là, la solution passe par des solutions d'intermodalité. La méconnaissance de l'offre, la difficulté à planifier là, les trajets, il y a beaucoup de choses qui se font en termes là, d'amélioration des systèmes d'information en temps réel, calculateurs d'itinéraires, etc. La lenteur, parce que c'est un fait. Et il y a la possibilité, vous savez parler là de Madrid, de donner là, la priorité et pour permettre là justement à certains bus ou certains services express de proposer là, des temps de parcours tout à fait acceptables et compétitifs par rapport à la bagnole. Et après, il y a un problème majeur pour les transports publics en périurbain, c'est la question de la fréquence et de l'amplitude. La fréquence étant là, combien de bus passent par heure, et l'amplitude, c'est le fait qu'il y a des gamins qui vont prendre là le bus, mais après là, le cinéma, ils ne savent pas comment rentrer
Je sais. Et donc là, il va falloir... Là, parlons d'intermodalité, c'est un exemple aux Pays-Bas où vous avez une intermodalité très directe entre les trains qui est à côté et les vélos. Les prochains pas, nous allons commencer la modélisation. Jean-Michel Kaila d'EDF, qui est le responsable de modification, il a fait avec ses collègues un modèle qui va être très utile pour nos travaux. Il est membre du groupe de travail. Et après, nous allons passer à l'estimation des coûts. Pardon, ça a été un peu vite là, vers la fin, mais je vous remercie pour ces idées et nous allons les intégrer à notre démarche. Merci.